Mercredi 30 octobre, nous sommes à Prémilla, à l'occasion de la 7e rencontre de la chanson francophone. Et devant moi, voici Delphine Coutan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro, d'accepter de donner une minute pour qu'on puisse vous connaître davantage et juste avant que vous fassiez les balances aussi, qui est un moment assez délicat. Oui, c'est vrai que c'est le moment où on règle le son, la lumière. Après, il faut essayer, faut pas mettre autant d'énergie que quand on sera en concert après, sinon on se disperse un petit peu, mais il faut en mettre suffisamment pour que les réglages soient à peu près en phase avec ce qui se passera après. Et vous faites la première partie de la soirée, puisque la deuxième partie, c'est quelqu'un que vous avez connu autrement, c'est Gabriel Yacoub. Oui, Gabriel Yacoub, notamment je l'ai rencontré, donc je pense que c'était en 2004, parce qu'il a été parrain d'un festival organisé par l'association Les Martins Pêcheurs. Donc cette association s'occupe d'aider en fait au démarrage de carrière d'artistes. Donc moi, ça a été vraiment les premiers à m'accompagner. Ils m'ont aidé à faire mon premier album, les premiers concerts, et on cherchait un parrain pour symboliquement nous accompagner sur ce démarrage, et Gabriel Yacoub a accepté, et ça a été une super belle rencontre, tant artistique que humaine. Gabriel Yacoub est connu sous son nom, mais on le connaît aussi bien, c'était, on va dire, le leader du groupe Malicorne, dont des gens de la génération de vos parents ont pu écouter, mais c'est pas seulement ce genre de musique que vos parents écoutaient. Non, par contre Malicorne, moi j'ai pu quand même découvrir ce répertoire, notamment parce qu'en étant d'origine nazérienne, donc j'ai grandi à Saint-Nazaire, et assez vite je me suis un petit peu désintéressée du répertoire qu'on m'apprenait à l'école de musique, qui était très classique. Je faisais du violon, et j'ai été traînée assez vite dans les fest-noz. Et là, ça m'a émerveillée, tout ce répertoire de musique qu'on pouvait se transmettre de manière orale, par imitation. Et petit à petit, ça m'a fait écouter plein de musiques traditionnelles, puis folk, et j'ai découvert un Malicorne comme ça. Vous êtes originaire de Bretagne, vous êtes allé au conservatoire de Saint-Nazaire pour apprendre le violon, et c'est le violon qui vous a permis de faire vos premiers pas sur scène, mais derrière d'autres artistes. Voilà, j'ai accompagné donc des artistes de chansons. Donc ça m'a permis assez vite de créer des petits arrangements, parce que c'est vrai que j'aimais bien l'idée de pouvoir inventer des choses, mais assez vite je me suis rendu compte que j'étais extrêmement admirative de ces personnes qui écrivaient, qui composaient, qui s'exprimaient davantage. Je commençais à ressentir aussi des frustrations, moi, en termes de créativité. Donc il y a eu un moment, j'avais déjà 25 ans, où je me suis dit, faut que j'écrive, faut que je m'y mette. Si je veux pas garder des frustrations, c'est le moment. Encore longtemps. Voilà. Cette histoire de créativité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et qui, j'espère, vous tiendra à cœur longtemps, puisque enfant, vous aviez envie de tout faire, vous étiez une touche à tout, mais à condition de ne pas être dans la répétition, la répétitivité, mais au contraire, si on vous donnait une technique pour pouvoir l'utiliser à votre guise. Oui, c'est vrai que j'aimais bien faire les choses un petit peu à ma manière, et puis effectivement, les domaines qui m'intéressaient étaient très différents, même s'ils étaient souvent liés à l'expression, à la créativité. Donc il y avait la danse, la musique, le théâtre, l'écriture. J'écrivais des petits poèmes. Donc tout ça pour moi était un terrain d'émerveillement constant. Je pouvais passer des heures et des heures à m'occuper avec vraiment beaucoup de bonheur. Donc vos parents de ce côté-là ne se faisaient pas de soucis? Alors non. Par contre, quand j'ai commencé à évoquer le fait de peut-être professionnellement me diriger dans des voies artistiques, c'était un petit peu plus compliqué, parce qu'eux n'avaient pas du tout cette culture-là et ces parcours-là. Ça a commencé avec l'idée de faire du cinéma, enfin disons, de rentrer dans une école de cinéma. Voilà, parce que là c'était... donc déjà moi ça me convenait, parce qu'en école de cinéma on apprenait un petit peu tout, parce qu'il fallait s'intéresser à l'image, au son, au jeu d'acteur, à la réalisation, au scénario. Donc pour moi, qui aimait faire plein de choses, c'était super. Et puis c'était sans doute un peu rassurant pour mes parents aussi, parce que c'était une école. Donc j'arrivais Il y aura un diplôme à à la contenter sortie. tout le monde, voilà. Vous l'avez eu, ce diplôme? Non, je ne l'ai pas eu. Et assez vite, en fait, je suis partie dans la musique. Donc j'ai rencontré des gens qui chantaient, et assez vite j'ai eu envie de les accompagner sur scène.
Et sans me rendre compte que ça devenait mon métier pour le coup, parce qu'au départ, c'était pas, enfin, j'en vivais pas, hein. Et puis, de fil en aiguille, on m'a fait des propositions. Il y a une compagnie de théâtre à Nantes qui s'appelle le Théâtre Nuit, qui m'a demandé d'intervenir comme violoniste. Et je me suis rendu compte que je commençais à avoir des cachets, et qu'avec des cachets, on m'a expliqué que je pouvais être intermittente du spectacle, et c'est devenu mon métier. En 2000, vous avez fait du théâtre dans la pièce Antigone. Oui. Vous aviez quel rôle à ce moment-là? Alors, donc moi j'étais à la fois violoniste et j'étais une comédienne, mais vraiment avec c'était un tout petit rôle qui avait été presque rajouté. J'étais la personne qui guidait l'aveugle Tirésias. J'étais le guide de Tirésias. D'accord, du devin aveugle. Voilà. En 2003, vous avez participé aussi à quelque chose qui s'appelle « Ils m'appellent tous Calamity Jane ». C'est vous, Calamity Jane ? Non, mais par contre, ça fait partie des personnages qui sont très très inspirants. Ce sont aussi des personnages de femmes étonnants. On a forcément, en tant que créatrice, on cherche aussi des femmes qui ont inventé des choses avant. Donc même si ce n'est pas une artiste, c'est une femme qui a pris des chemins de traverse par rapport à ce qui était attendu d'elle à l'époque, et qui avait quand même de grandes qualités littéraires, puisque elle a écrit des lettres à sa fille toute sa vie. Et donc c'est sur la base de ces lettres que nous avons travaillé, donc avec une autre chanteuse compositrice qui s'appelle Isabelle Grimbert. Et ces lettres sont d'une grande poésie. Et puis en 2002, premier album, Alouette. Pourquoi Alouette ? Alors, bon, de toute façon, pour mes titres, je les choisis toujours de manière assez instinctive. Donc souvent, sur le moment, je ne sais pas. Mais après coup, je me suis dit, c'est Alouette, c'est parce que ce premier album, c'est l'histoire pour moi, de l'envol après l'enfance. L'alouette, c'est un petit oiseau quand même qui est assez discret. C'est pas encore les oiseaux qu'on trouvera dans le 4e album des Parades Nuptiales, très très coloré. On l'entend, on ne le voit pas. Ouais, voilà, c'est un petit oiseau, mais qui prend son envol. Puis après, en 2005, Comme le café empêche de s'étendre. Mm-hmm. Alors là, un titre très long. Un titre très long et qui est à l'image aussi effectivement des chansons. Pour moi, c'est une écriture qui était plus cérébrale, avec des questionnements existentiels. Ça traduit un petit peu tout ça. 2009, La Marée. Mm-hmm. Encore un clin d'œil à votre paysage familier, la Bretagne. Voilà, et puis La Marée, pour moi, c'était aussi... parce que les thèmes des chansons de La Marée, c'est aussi tout un tas de petites morts et de renaissances et de changements. Donc il y avait cette idée de la mer d'aller-retour. Voilà. Puis 2012, les Parades Nuptiales, thème de l'oiseau revient, mais d'une façon beaucoup plus approfondie, si je peux dire, beaucoup plus travaillée. En tout cas, ça devient presque un enjeu sur scène. Enfin, pas presque, c'est un enjeu sur scène. Effectivement, c'est un thème du coup que moi j'ai eu à cœur de vraiment développer sous tous ses aspects, puisque ça évoque les Parades Nuptiales. Tout de suite, ça nous évoque des danses, des chants, des couleurs, du jeu de séduction. Enfin, il y avait toute une palette finalement de choses à dérouler, à explorer, qui a fait que moi j'ai vraiment eu envie de travailler non seulement sur les textes et les musiques, mais aussi sur un travail plus esthétique, de recherche de personnages visuels, donc avec costumes, maquillage, chorégraphie. C'était très important pour moi que le corps s'engage vraiment. Donc on a travaillé avec le chorégraphe Hervé Maigret, qui est un chorégraphe de danse contemporaine. Il y a un clip. Oui. Et ce clip-là, petit clin d'œil à vos 2 ans d'école de cinéma. Peut-être. C'est vrai que je me dis que je fais aussi la boucle et le lien avec le fait que je me suis intéressée beaucoup à l'image. Vous parlez, par rapport à ces parades nuptiales, de vous enraciner. Donc on sent bien cette terre bretonne vous est chère. Si on regarde un petit peu ce côté touche-à-tout où vous avez été, je ne sais plus si vous l'êtes encore, chef de chœur d'une chorale. Toujours. Les compagnons de la chanson, alors les compagnons, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de nom. Voilà. C'est à Guérande. À Guérande, oui. Ça existe toujours. Vous avez toujours cette activité. Toujours. Ça vous prend beaucoup de temps.
J'aménage quand même l'emploi du temps de manière à ce J'imagine. que je puisse faire mes concerts, que je puisse écrire. En fait, c'est un groupe auquel je suis très attachée puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille avec En eux. effet, oui. Au départ, j'étais un petit peu plus implantée du côté de Guérande. Maintenant, je vis davantage à Nantes. Donc, il y a eu un moment, effectivement, je me suis posé la question de est-ce que je continue parce que ce sont des trajets, il faut trouver à quelle est les répétitions. Et en fait, il s'était tissé quelque chose de tellement beau pour moi, humainement. Vraiment le sentiment que moi, je peux leur apporter des choses et que eux m'apportent des choses Ah oui. aussi. Et du coup, pour moi, ça a été une évidence qu'il fallait que je trouve les moyens de continuer. Voilà. Cette chorale n'apparaît jamais dans vos albums. Alors si, il y a une petite apparition dans la chanson Tisserand sur le dernier album Paranuptial. Peut-être un peu plus, une autre fois. Ça dépend. C'est pas pour leur faire plaisir, c'est parce que ça se justifiait, même si ça leur fait un peu C'est plaisir. surtout à moi que ça fait plaisir, d'abord. Restons en Bretagne. À Nantes, vous avez donné des cours à l'université permanente Oui. et des cours qui étaient tournés du côté des personnes, auteurs, compositeurs, interprètes, mais des femmes, Oui. uniquement des femmes. Oui, alors ça a été pour plusieurs raisons. La première, c'était parce que j'étais souvent étonnée en interview. On me disait assez régulièrement, ou dans les chroniques, que j'avais un univers féminin. À chaque fois, ça me perturbait beaucoup parce que je me disais, bon, ok, je suis une femme qui chante, j'ai une voix de femme, mais pourquoi on parle d'un univers féminin? Puisque tout artiste, dans sa création, normalement, il veut pouvoir être universel, donc il veut pouvoir être autant entendu par un homme que par une femme, que chacun puisse s'identifier. Donc c'est une question qui me travaillait énormément. Surtout que moi, j'ai pu m'identifier autant justement à des artistes femmes que hommes. Donc, On vous le balançait sans l'expliquer. voilà, et souvent on me demandait, moi, de l'expliquer. Pourquoi votre univers est féminin? Ah oui. Et j'étais vraiment, vraiment très embêtée. Et je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Il faut que je cherche de ce côté-là. J'avais quelques réponses du côté de la littérature, d'auteurs comme Virginia Woolf, qui avait travaillé là-dessus, notamment dans un essai qui s'appelle Une chambre à soi, Oui. où justement elle s'interrogeait sur à quel moment c'était plutôt les problématiques des femmes, donc surtout de leur époque, qui étaient plus complexes en termes d'expression que la nôtre. Quand est-ce que les femmes se trahissaient entre guillemets en tant que femmes et n'accédaient plus à une forme d'universalité dans le propos. Donc elle travaillait là-dessus dans la littérature. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de se poser la question en chanson. Est-ce qu'il y a des moments, ça nous desservait en tant que femmes, donc pourquoi il y a moins de femmes que d'hommes encore maintenant qui sont connues, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qui fait qu'on se dessert à, par exemple, vouloir encore avoir besoin de se défendre pour exister ou, est-ce qu'il y a des choses des fois qui gênent, qui empêchent l'universalité d'un propos? Donc j'ai pas trouvé forcément toutes les réponses, mais c'était vraiment intéressant d'ouvrir des questionnements là-dessus. Et vous avez même fait rencontrer, provoquer des rencontres Oui. entre les étudiants et des auteurs, compositeurs, interprètes, femmes Femmes et hommes. et hommes aussi, Voilà. de Nantes et des environs. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre, d'heureuses surprises? Alors oui, alors déjà moi d'un point de vue déjà assez égoïste, pour moi c'est vraiment super d'entendre et de savoir comment les autres créent, comment ils vivent aussi tout ce travail des fois de recherche. Est-ce que parfois c'est douloureux, comment ils tiennent, qu'est-ce qu'ils aiment là-dedans. Donc déjà pour moi, c'est des moments extrêmement précieux qui m'aident aussi à faire mon métier finalement. Et après, ce que je trouve super, c'est de donner envie, donc là aux étudiants, d'aller vers des artistes, d'aller découvrir des artistes qu'ils n'auraient pas forcément aimé ou spontanément, ils n'auraient pas été les découvrir. Vous rapportez des propos que lorsque vous écrivez, vous pensez que écrire permet d'alléger la gravité de ce que vous exprimez, Oui. de Ouais. permettre de rendre les choses plus... De changer plus- d'état, transformer quelque chose, ouais. Ouais. Et puis, encore pire, je veux dire, c'est presque une obsession, en 2010, le concerto perché. Faire de la musique dans un arbre. Oui. Alors, c'est une expérience qu'on partage donc, entre musiciens et élagueurs. C'est vraiment un projet collectif entre des élagueurs mélomanes qui ont envie de mettre en valeur les arbres d'une autre manière et de partager quelque chose autour de la musique, et des musiciens un
petit peu farfelus quand même, qui n'ont pas peur de grimper, parce qu'on ne peut pas jouer du tout de la même façon quand on est perché que quand on est au sol. L'équilibre n'est jamais le même, l'arbre n'est jamais le même, il peut y avoir du vent. Bon, petite remarque facile, il y a de la scie musicale? Non. Bon. Non. Non. Mais cette histoire quand même de mélanger les gens, vous aimez faire rencontrer des instruments, des voix, des modes d'expression différents. Enfin, il y a ce côté-là. Pardon, en préparant cette interview, moi j'ai pensé pour vous à l'habit d'Arlequin. Si j'avais à vous offrir un costume, ça serait un habit d'Arlequin. Il me semble que ça vous irait bien avec toutes ces facettes-là. Et en plus, alors vous avez parlé des élagueurs, mais il y a un autre domaine bien concret qui vous intéresse, c'est le monde du sel de Guérande, parce que parfois en été, vous abandonnez le piano, le violon, enfin tout cet aspect artistique des choses pour aller faire la paludière. Oui. Alors, il y a beaucoup de liens entre le métier de paludier et le métier d'artiste. Je pense qu'on ne peut pas être paludier si on n'est pas un petit peu sensible, ému par les couleurs, les odeurs, les sons. Il y a une grande poésie dans ces lieux. Donc, vu que c'est un métier quand même qui est difficile physiquement, s'il n'y a pas toute cette sensibilité et ce bonheur d'être sans cesse dans un éveil des sens, je ne vois pas comment on peut tenir ou comment on peut rester paludier. C'est vraiment... pour moi, c'est un lieu de poésie. C'est un métier saisonnier habituellement. On a besoin de bras à un certain moment. Moi, j'ai commencé comme saisonnière. C'est comme ça que j'ai découvert les marais salants à 19 ans. Donc, j'étais cueilleuse de fleurs de sel. C'était un petit boulot pour gagner des sous l'été, voilà. Et puis, j'ai vraiment été prise d'une passion pour cet environnement-là. Ce qui fait que quand j'ai gagné ma vie en tant que musicienne, il était hors de question pour moi d'abandonner les marais en même temps. Donc longtemps, je suis restée saisonnière. Et puis un jour, un ami paludier qui voyait que j'étais vraiment très attachée aux marais, il m'a proposé de me transmettre en fait tout ce que lui, il connaissait en tant que paludier, et de prendre ensemble une petite exploitation pour pas que ce soit non plus trop difficile, trop prenant. Mais pour moi, c'était vraiment une chance que quelqu'un me transmette pour le coup tous les secrets de ce métier-là, parce qu'il y a une grosse différence entre cueillir la fleur de sel l'été et puis observer l'eau, savoir comment la régler, ramasser le gros sel, faire en sorte qu'il cristallise. La fleur de sel et le gros sel, justement. Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus la fleur de sel? La fleur de sel, elle affleure à la surface de l'eau. Elle vient vraiment à la surface de l'eau. Ça forme des petites plaques. Et quand elle se détache, on voit que ce sont vraiment des petits cristaux très très blancs, parfois un petit peu roses. Et au point de vue qualité? Alors, la fleur de sel est beaucoup plus prisée dans le sens où on en ramasse moins, donc elle est vendue assez cher. Elle a vraiment un goût, quand on est habitué, qui est vraiment particulier. Donc c'est vraiment ce qu'on met à la fin. On la fait surtout pas chauffer dans l'eau, c'est vraiment à la fin dans les plats, pour la petite touche finale. Sur une pomme de terre, cuite à l'eau, on met ces grains-là, cette délicieux. fleur, et elle reste, elle disparaît pas, et on peut la croquer sous la dent. Voilà. Vous voilà, je ne veux pas dire à la tête d'une exploitation, mais responsable d'une exploitation, malgré tout. Co-responsable. Voilà. Ceci, ça vous prend du temps en été. Ça veut dire que vous n'êtes pas disponible pour la scène. Oui, alors en même temps, c'est vraiment une petite exploitation, donc j'ai quand même du temps dans la journée. Et le fait d'être deux à l'exploiter, c'est une évidence que si j'ai des concerts, je vais les faire. C'est vraiment, par rapport à ça, on est très au clair par rapport à mon collègue. Tout ne repose pas sur vos épaules, donc non. Et puis, ça vous donne une liberté. Et puis Pascal, ce collègue paludier, il sait très bien qu'il a fait appel à une artiste. Donc, avec quelqu'un qui va s'envoler de temps en temps. Voilà, et puis d'ailleurs, on a beaucoup de bonheur à partager ensemble. Une fois par an, on organise un petit concert sur notre saline. Ah oui. Ouais. Ce qui me permet, moi, de faire rencontrer vous invitez d'autres personnes? Alors oui, j'invite un ami violoncelliste qui s'appelle Daniel Trutet. Et cette année, on avait une harpiste en plus, donc c'était magnifique, une vraie harpe classique en plein marais salant. Et puis moi, j'ai joué un peu de violon avec eux. Voilà. La musique classique, c'est quand même votre formation au départ. Ça reste un peu présent chez vous? Je pense que c'est là, ne serait-ce que parce que quand j'en ai joué, j'en ai écouté. Donc il y a forcément des choses qui restent. Après, c'était peut-être dû à l'enseignement
que j'en avais. Moi, j'ai eu vraiment besoin d'aller écouter d'autres choses et d'aller chercher d'autres choses. Est-ce que je peux vous demander de lire un poème où il est question de sel? C'est un petit exercice à boule pour point, mais je vous remercie de vous y prêter. Le serment du sel. Jamais je n'ai trahi le serment du sel ou ignoré les profondeurs du cœur ni les liaisons intérieures. Le sel, je sais reconnaître en lui sa juste valeur. Jamais je n'ai tendu ma main vide avant de l'exposer à la chaleur de mes lèvres. Le baiser que je partage dans les moments absurdes désarme les monstres de la peur. Ma parole infaillible ne saurait troquer une pincée de sel contre le toit du ciel. Mohamed El Géroudi. Je trouve ça très beau et en fait, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, l'image du sel, tout ce qu'on peut y mettre autour, ça nous emmène très 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 loin, quoi. Il parle des profondeurs du cœur. Enfin, moi, ça me surprend pas du tout. Je vous remercie pour ces minutes que vous avez passées avec nous, Delphine Coutan, et on vous souhaite ce soir une excellente prestation. Allez, facile aussi, qui ne manquera pas de sel. Merci.